Alors, donc, bonjour à tous, bienvenue au premier Wake Up Product de l'année 2025. Donc, pour cet épisode centré sur les interviews utilisateurs. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc les Wake Up, c'est des webinaires qui ont lieu une fois par mois autour des sujets du product management afin d'enrichir et de renforcer la boîte à outils d'un PO, PM ou BA sur donc différentes thématiques. Quelques petites formalités avant de commencer. Donc, on vous invite à couper les caméras et les micros pour garantir la qualité de l'échange. Mais vous pouvez toujours poser toutes vos questions sur le chat et on y répondra en parallèle ou à la fin de ce wake-up. Je me présente, donc Yasmine Choukir, je suis product owner chez OnePoint depuis 3 ans maintenant et je fais partie du collectif produit chez OnePoint qui organise ces webinaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Simon et Thibaut, qui je vais laisser se présenter. Thibaut, à toi l'honneur. OK. Du coup, bah, moi, Thibaut Paruy, coach produit et coach agile et du coup, avec pas mal d'années d'expérience, justement dans la partie, enfin, c'est des grosses, entreprises, notamment, Leboncoin et EasyJet et actuellement en mission, en tant que coach agile chez EDF. OK, merci Thib. Du coup, moi, Simon Blandet, donc je suis, UX designer et product designer depuis, maintenant, presque 6 ans chez OnePoint. Actuellement chez Action Logement, en tant que product designer, donc depuis plus de 2 ans. OK, alors, donc on se voit ce matin pour parler et pour savoir comment bien mener, des interviews utilisateurs, et c'est aussi, de vous exprimer un petit peu la vision que l'on porte, avec Thibaut sur cette approche qui est pour nous, fondamentale. On va passer par, 3 grandes étapes. On n'a que 30 minutes, donc on va essayer d'être assez synthétique, sur, les différents aspects et on va essayer de tâcher aussi d'être le plus simple, à travers les tips qu'on pourrait vous donner aux différentes étapes, tout au long de ces 30 minutes. Donc première étape sur la préparation de l'entretien, donc l'amont, ensuite c'est comment bien mener son entretien et ensuite et surtout, et c'est une partie qui est probablement la moins utilisée aujourd'hui, la moins capitalisée, c'est comment restituer correctement son interview ou ses interviews et qu'est-ce qu'on en tire finalement derrière? Donc avant tout, alors pour commencer, on souhaiterait vous poser une question avec Thibaut, c'est, en un mot, qu'est-ce qui ferait selon vous une bonne interview utilisateur? Donc en sortant d'entretien, vous avez fait 10 entretiens, vous pouvez en avoir fait un ou 2. Qu'est-ce qui fait selon vous, une bonne interview utilisateur à la fin? Qu'est-ce qui fait que vous êtes content? Donc, Donc là, vous pouvez mettre un mot, dans le chat pour dire, justement, qu'est-ce qui qualifie une bonne interview utilisateur selon vous? Apparemment, les gens sont pas trop inspirés. Ah, ah si, empathie. Merci Béatrice. Et connaissance. OK, effectivement, ça et l'empathie, c'est important. Une bonne IA. Bah oui, c'est ça que les filles. L'IA, je sais pas, mais oui. Non, mais empathie, ça me paraît bien, oui. Non biaisé. Alors, l'IA effectivement, ça peut être quelque chose d'hyper important. En tout cas, il faut bien la maîtriser parce que c'est une démarche, c'est un outil donc qui prend quand même beaucoup de temps de préparation, qui prend du temps avec les utilisateurs, mais c'est surtout derrière la restitution qui est un enjeu assez important. On va pas trop parler d'IA sur ces 30 minutes, on va rester sur, des choses assez basiques, mais effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et hem et donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments, Thibaut? Après non, il y avait juste, Yoann qui disait non biaisé. Ouais, alors effectivement, je pense que ça rejoint un petit peu, le pourquoi on devrait et on doit faire des interviews. C'est quelque chose qui, dans le cadre de projets, de missions est indispensable, mais qui est plus ou moins utilisé par les équipes, parfois par manque de temps ou parfois
Voilà, d'un point de vue stratégique, quand on travaille avec des clients qui pensent, déjà avoir la vision, et qui vont porter la voix des utilisateurs, on a tendance aussi à peut-être, à s'extirper, à sortir un petit peu de la route des besoins des réels utilisateurs. Donc, effectivement, il faut savoir que, ben, on n'est pas les utilisateurs, on conçoit des produits pour et par les utilisateurs, et si on arrive, donc à appliquer, à faire comprendre à nos clients que cet outil est puissant et que effectivement ça peut prendre un petit temps de préparation, mais que derrière, ça a énormément de puissance et ça va avoir énormément de valeur ajoutée. Bien sûr que c'est quelque chose par laquelle on doit passer, qu'on soit PO, PM, qu'on soit designer. Notre objectif, c'est avant tout d'être, avocat des utilisateurs, de les défendre, et donc ça passe forcément par une bonne compréhension de leurs besoins, de comprendre un petit peu, leurs freins et leurs motivations, et surtout aussi de multiplier les points de vue, donc c'est toujours bien de faire quelques interviews, mais c'est encore mieux d'avoir un large panel, d'utilisateurs et d'en faire un maximum. Donc à minima, ça va être entre 5 et 10 pour pouvoir, derrière capitaliser sur, des insights et des données qui vont nous permettre donc d'identifier des problèmes, des besoins et derrière d'y répondre et de mettre en face de ces problèmes des solutions. Donc la première étape de la préparation de l'interview, c'est quelque chose qui est fondamental puisque c'est celle qui va nous permettre derrière donc, de bien définir, les objectifs, et d'atterrir sur, des verbatims et des contenus hyper intéressants avec, les utilisateurs. Donc, la définition des objectifs, c'est un prérequis derrière pour vous permettre de préparer et de structurer correctement les questions par thématique. Si vous ne savez pas où vous allez, ça va être un petit peu plus compliqué de préparer votre guide d'entretien. Donc, si on parle de la refonte d'un back office, et l'amélioration des parcours utilisateurs, bah, vos questions et les objectifs vont être de comprendre, l'appréciation que vos utilisateurs ont de l'outil actuel et de comprendre leurs freins et leurs attentes et leurs besoins sur cet outil. Quelques petits tips, à côté de ça pour, bien réussir son guide d'entretien également, c'est de condenser les questions pour en avoir le moins possible. Déjà parce qu'on a des contraintes de temps, on arrive, dans certains cas à avoir, pas mal d'utilisateurs, mais sur des créneaux, de 30 minutes à 1 heure. Donc c'est extrêmement compliqué aussi dans certains cas, de pouvoir développer le propos avec les utilisateurs. Donc l'idée, c'est, voilà, de bien choisir vos questions et d'en avoir le moins possible. Hem, et surtout derrière, c'est de bien, développer le propos des interlocuteurs, d'éviter les questions fermées et orientées, ça on en parlera tout à l'heure, sur les types de questions. L'objectif étant, bah, d'avoir les réponses les plus fidèles possibles à leurs ressentis et leurs besoins. Et derrière surtout, c'est, au travers de ce guide d'entretien, pour faciliter, la retranscription un petit peu de toutes ces données-là. Ça, on peut vous le conseiller, mais c'est aussi, comme bon vous le semble. Il y a d'autres outils, c'est de préparer un canevas qui va faciliter, la rentrée des données, pendant les entretiens. Donc Thibaut, je vais te laisser la main sur, la partie questions. L'idée, c'est qu'on vous pose quelques questions. On reste sur l'étape des guides, d'entretien. Essayez de savoir si oui ou non, les questions qu'on vous pose sont, des questions pertinentes ou non, dans le cas d'interview utilisateur. Très bien. Du coup, la première question, si dans un guide enfin, dans un interview utilisateur, vous posez la question, pourriez-vous commencer par vous présenter? Est-ce que vous pensez que c'est un recommandé ou 2 déconseillé? Vous pouvez répondre dans le chat. Oui, donc on a un, mmh, 1. Bon, globalement, on a que des 1. Donc là, roulement de tambour. Oui, bon, évidemment, c'est recommandé. Bon, évidemment, c'est les bonnes pratiques et c'est du bon sens, mais c'est une question qui est hyper importante et qui est primordiale parce que c'est, celle qui va permettre de briser aussi la glace avec nos utilisateurs. Au-delà de parler des règles,
au sein des entretiens dont on vous évoquera un peu les sujets tout à l'heure, c'est d'apprendre à connaître, son utilisateur, de se mettre à son niveau pour le mettre en confiance et si on arrive à le mettre en confiance, on a plus de chances aussi de récupérer des données, le plus fidèles possible à leur ressenti. Question 2, Tib? Deuxième question. Heu, donc, pensez-vous que cette fonctionnalité apporte de la valeur dans le parcours? Est-ce que vous pensez que c'est un recommandé ou 2 déconseillé? Il y a un petit piège dans cette question. Ouais, mais il faut pas orienter les réponses, hein, du coup. Ça, c'est une mauvaise pratique dans les interviews. C'est ça. Fonctionnalité actuelle ou le futur qui sera proposé? Pardon, Véry? Tu penses, tu parles de la fonctionnalité actuelle de Oui, tout à l'application fait, qui c'est ça. ah. Oui. Ah, Et bon, donc, il y bah, a plutôt je des pense 2. OK. J'ai un peu orienté du coup, c'est C'est pas bien, Tib. Donc effectivement, c'est déconseillé. On parlait tout à l'heure de, du coup, des questions fermées par oui ou par non. Mais aussi la question de l'orientation, ce que vient de faire Thibaut. Hem, donc le pensez-vous que cette fonctionnalité apporte de la valeur dans le parcours en soi? C'est pas une mauvaise question, mais derrière, en fait, l'interlocuteur va pas, être amené à développer, sa réponse. Il va répondre oui ou non et derrière, le sujet, c'est bien de pouvoir, capter des insights et des contenus. Un oui ou un non, on pourra rien en faire dans le cadre d'un produit et pour améliorer un parcours utilisateur, donc c'est à chaque fois, c'est de la question et la notion du pourquoi. Pourquoi vous appréhendez, tel outil de telle manière? Et donc nous, on vous propose plutôt la formulation suivante. Donc quel usage avez-vous de cette fonctionnalité dans vos activités, par exemple? Quelque chose de beaucoup plus ouvert. c'est ça. Question Du coup, 3. question 3. Si vous aviez carte blanche, que feriez-vous pour améliorer le parcours? Est-ce que c'est un recommandé ou 2 déconseillé? Là, on a du un de Very. OK. Un de Myriana, un de Johan, un. Donc plutôt des 1. Enfin que des 1 OK, d'ailleurs. bon. Et effectivement, c'est quelque chose qui est recommandé. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de l'éprouver, pendant, dans certaines missions et ce qui est intéressant, c'est que cette question, on va plutôt la poser en fin d'entretien quand on a déjà, parcouru, et vu, l'ensemble des questions et couvert un petit peu, tous les besoins et les problématiques rencontrées par l'utilisateur. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est que très souvent, donc, ce l'utilisateur va, apporter des solutions qui sont en réponse aux problématiques qu'il a rencontrées, mais pas que. Il va partir peut-être même un peu plus loin que ce qu'il a évoqué, tout au long de l'entretien et donc pour ce faire, c'est quelque chose qui peut être posé en fin d'entretien et derrière, ça nous permet aussi d'apporter de la matière, en termes de solutions et savoir si c'est des choses qui sont exploitables ou pas, dans le cadre de futures fonctionnalités ou de futurs parcours utilisateurs. Donc finalement là, donc on vient de parler un petit peu des «bonnes pratiques» entre guillemets sur les guides utilisateurs et les questions à poser. Là, c'est juste un petit rappel rapide, des, types de questions qu'on peut rencontrer en entretien qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va avoir les questions ouvertes et c'est celles qu'on va poser, la plupart du temps dans les entretiens qualitatifs pour capter des insights. On va avoir les questions fermées qui vont, elles, amener à une réponse courte, oui ou non et ces questions-là, elles ont plus d'intérêt dans les entretiens quantitatifs. C'est quand on veut capter un maximum de données et qu'on va envoyer par mail un questionnaire, par exemple. Mais dans le cadre d'un entretien qualitatif, ça ne va pas apporter grand-chose selon moi. Les questions de relance, donc pour relancer la conversation, aller plus loin, donc avec des exemples de relance, parlez-moi en détail d'eux, dites-moi pourquoi. Ça, c'est quand, on a le sentiment que notre interlocuteur, bloque un petit peu sur la question ou sur la réponse. Et les questions de confirmation, ça, c'est pour valider que nous, en tant qu'interviewés, on a bien compris ce que, l'utilisateur a dit.
Donc Thibaut, je te donne la main? Yes. Du coup, là, après avoir parlé de la préparation de l'interview, on va parler de l'interview en tant que telle, en fait. Donc, justement, des bonnes pratiques pendant l'entretien. Donc là, on a organisé l'information avec Simon en 4 grandes catégories. Ce qui est important déjà, d'abord, c'est en termes de posture et d'introduction, c'est de faire en sorte de mettre à l'aise la personne parce que, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a pas l'habitude, voilà, de donner son avis et cetera et si justement elle est pas en mode, dans un contexte un peu bienveillant et ben, en fait, les informations vont pas être très, très riches. Donc c'est important, en fait, de bien la mettre à l'aise au début et de bien expliquer ce que c'est l'objectif et d'expliquer qu'il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, voilà, et que justement l'idée c'est que vraiment d'essayer de faire en sorte de la faire parler un maximum. Donc vraiment d'être dans un contexte de réassurance et de bien expliquer le contexte et l'objectif. Donc ça, c'est pour la posture et l'introduction. Après en termes d'organisation et d'adaptation, en termes d'organisation, c'est recommandé de le faire à 2, avec un intervieweur et un scribe. Donc on rappelle que c'est une très bonne situation Scribe, justement pour faire en sorte que, la personne qui interviewe, en fait, elle soit pas collée à sa prise de notes et ça fait en sorte, en fait, de justement de bien, pouvoir répartir les rôles et éventuellement de pouvoir enregistrer si c'est possible. Puisque moi, l'ayant fait, le côté de la prise de notes, on peut rater des choses donc n'hésitez pas à demander à la personne de si vous pouvez enregistrer, ça vous aidera, dans la retranscription et enfin, en fait, donc on disait, l'adaptation. Pourquoi? Parce que vous avez fait votre guide d'entretien, mais il peut y avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches et qui peuvent, en fait, partir dans des directions que vous n'avez pas forcément prévues. Ben, il faut pas hésiter à justement aller dans ces directions-là parce que ça va vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres informations et c'est quand même le but de l'interview utilisateur, c'est justement d'aller découvrir des informations que vous auriez pas forcément et d'aller un peu plus loin que vos biais, que ce soit pas genre en mode biais de confirmation et cetera, mais que ça soit beaucoup plus loin que ce que vous imaginiez. Et du coup, la dernière partie, donc la restitution comme on disait. La restitution qui est importante parce que ça va permettre justement de pouvoir collecter les informations et les diffuser, au sein de l'entreprise. Donc là, on vous propose 3 modèles en fait de restitution, pour justement faire en sorte que ça puisse être exploitable et exploité, par les personnes. Donc la première c'est, l'empathie map, la carte empathique. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir en fait reprendre facilement les verbatims de la personne et les placer dans les différentes catégories, en fait, vraiment en termes de ce qu'elle fait. Par exemple, en fait, sur ces différents types de produits, en fait, ben, elle dit: «Ben, je vois que les personnes utilisent la fonctionnalité de telle façon. J'entends que, ouais, ça c'est pas mal comme produit et que c'est souvent utilisé». Donc vous pouvez, en fait, indiquer les informations dans les différentes catégories et l'idée, c'est de pas forcément avoir tout rempli, mais ça vous permet en fait de catégoriser et de sélectionner l'information. L'intérêt aussi, c'est vraiment de bien avoir identifié notamment la partie problème et besoin qui est en bas, puisque c'est quand même ça que vous essayez au maximum de collecter. Donc ça vous permet aussi voilà, de rediffuser l'information au sein de l'entreprise. Ouais, Donc ça, c'est pour la carte empathique. Oui, et juste pour ajouter, c'est probablement l'outil qui est le plus à même de restituer, c'est ça. les contenus que vous allez capter pendant les entretiens et qui est extrêmement important parce que ça va aussi, permettre dans le cadre de vos missions et de vos clients aussi, peut-être de redécouvrir, certaines choses, des collaborateurs et des utilisateurs et donc on conseille fortement cet outil-là. Mmh. Le deuxième, bon ça vous le connaissez plus, mais ce qu'on rappelle, c'est que les personas, ça doit justement être fait à partir de vraies informations.
la plupart du temps, dans les exercices qu'on fait ou qu'on peut faire des fois dans les formations en interne, on va inventer des informations sur la persona, on va imaginer, on va retranscrire et cetera. L'idée là, c'est que vous aurez les vraies informations et l'idée, ça va être permettre, grâce à ces interviews, de pouvoir indiquer, différentes, catégories d'informations. Quels sont les objectifs? Quelles sont les frustrations? Et cetera. Quitte à faire justement en Mmh. sorte que voilà, ce persona, grâce aux entretiens que vous allez faire, va évoluer au cours du temps. Quand par exemple, quand je travaillais chez Open Classroom, il y avait différents types de personas qui avaient été identifiés grâce justement à des interviews utilisateurs et au fur et à mesure du temps, il y avait des nouveaux entretiens qui étaient mis en place pour faire évoluer le persona, en fait. Mmh. Et là, c'est une vraie bonne pratique parce que là, vous n'avez pas des choses qui sont inventées, mais c'est vraiment des choses qui Mmh. ont été partagées par les personnes et qui sont, voilà, Mmh. diffusées, dans l'entreprise. Mmh. Alors après, il faut savoir que sur, la fiche persona, donc qui est le pendant de la carte d'empathie, donc, en partant de la carte d'empathie, c'est beaucoup plus facile derrière d'atterrir sur des fiches persona. C'est peut-être le plus représentatif possible des utilisateurs cibles et d'avoir des personas assez distincts, pour à la fois apporter de la valeur et derrière, durant toute la vie du projet, quand on a le sentiment et qu'on a tendance à s'éloigner des besoins utilisateurs, parce que ça peut arriver des fois où on se perd un petit peu dans les besoins, dans les parcours utilisateurs et cetera. C'est, primordial de, revenir à la base, donc, au cœur qui est, bah, pour qui je conçois, mon produit, pour qui je conçois cette fonctionnalité et derrière, de se remettre un petit peu en tête que, je conçois, mon produit pour un utilisateur et pour mon client, mais surtout pour mon utilisateur. OK et la dernière, fiche de restitution là qu'on propose, qui est justement en fait va permettre en fait de pouvoir, et donc le parcours utilisateur. Grâce au verbatim et grâce aux points que vous allez, Mmh. identifier, vous allez pouvoir voir, à quel endroit du parcours il y a des choses qui se passent bien ou qui se passent mal et ça permet en fait de voilà, de vraiment cartographier au niveau du parcours, les points ou les axes d'amélioration potentiels. Donc Mmh. ça, c'est l'intérêt. Autant les autres, ça va vous permettre en fait d'avoir une photographie et d'avoir en fait des informations qualitatives pour vous aider dans vos développements, comme la fiche persona ou l'empathie map. Là, ce parcours utilisateur va vous permettre vraiment de dire, bon, ben, peut-être que là, étant donné que dans les interviews, on voit qu'on a souvent des verbatim négatifs dans la phase 2 du process ou la phase 1 du process, je sais pas. Et ben en fait, ça va nous dire, ben, peut-être que là, il y a quelque chose à faire parce qu'on a reçu de points négatifs Mmh. de la part de plusieurs personnes à cet endroit-là. Donc ça va nous obliger à agir. Donc c'est pour C'est ça que oui, vas-y. Vas-y, vas-y, Thib. Non, non, je disais, c'est pour ça qu'en fait celui-là, il est plus, pragmatique, il est plus dans un et après bon, il va falloir en fait ça va vous permettre en fait d'identifier les différentes étapes Mmh. du process. Ça va dépendre aussi de la façon dont vous avez fait votre guide utilisateur ou si c'est sur vraiment un parcours ou Mmh. pas. Mais Mmh. c'est intéressant aussi de bien pouvoir identifier, ce que vous allez pouvoir faire. Ouais. Cet outil pour moi, il est sous-estimé. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est parce que, on attend en tout cas dans nos contextes mission, on rencontre des sponsors, ou nos clients ou voilà, ou des, utilisateurs, internes à nos entreprises qui, ont une vision ou qui peuvent avoir déjà des solutions en tête, mais qui peuvent être biaisées. Et donc ce qui est important et ce que nous permet cet outil, c'est de pouvoir, cartographier donc le process actuel, qu'on va pouvoir identifier grâce aux interviews utilisateurs et derrière, c'est d'adresser de manière très précise les opportunités qui vont répondre aux problématiques rencontrées tout du long du parcours. Ce qui va, permettre de réduire les risques, dits de développer des solutions qui vont pas être utilisées, par les utilisateurs, ou qui seront mal utilisées par les utilisateurs et surtout de créer un produit qui soit le plus simple possible et le plus pragmatique possible et qui réponde vraiment au cas d'usage, métier, tout simplement. C'est ça. Donc pour terminer, de ce qu'on souhaiterait aussi, savoir et vous, comment vous capitalisez sur les interviews? Parce que là, évidemment, on vous a montré 3
livrable, mais c'est pas exhaustif. Il y a d'autres moyens, et on souhaiterait, si possible, que vous nous les partagiez, dans le chat. Mmh. Du coup, il y a une réflexion d'Eugénie qui dit que de son point de vue, la restitution est davantage adaptée à une immersion terrain. Ouais, Mmh mh. bonjour. Bonjour. Oui, pour juste une petite remarque, la dernière restitution qui est hyper puissante, hein, le parcours utilisateur, Mmh. moi je l'utilise pas dans le cadre d'une interview, parce que dans le cadre d'une interview, bon, ça reste quand même un peu orienté quand même, on n'est pas forcément en situation. Par contre, en observation, immersion terrain, le dernier support là, c'est super utile pour avoir Oui. un vrai constat de ce qui se passe en réel sur le terrain, et là où on peut agir pour apporter de la valeur justement, quand voilà. Donc c'était juste une petite remarque comme ça. Mais pour moi, c'est deux choses un peu différentes de ce que vous avez présenté avant. C'est Oui, deux c'est vrai que étapes différentes. ouais, c'est vrai que c'est assez subtil parce que ce sont 2 démarches complètement différentes. Après, ça va dépendre aussi de l'orientation et des objectifs qu'on va définir pendant les interviews. Mais effectivement, la partie tu as raison, la partie, immersive, elle est hyper importante et c'est surtout celle-là qui va vous permettre aussi de définir l'ensemble des étapes, d'un process, quel qu'il soit et de pouvoir, atterrir, identifier aussi des problématiques bien précises sur ces étapes-là. Oui, et puis après, tout va dépendre en fait comment est constitué le guide utilisateur. Mmh. Si le guide utilisateur est vraiment fait sur le parcours avec les différentes étapes, on va pouvoir plus l'illustrer aussi ça. Mais merci, oui, Eugénie. D'autres retours là-dessus? Bon, a priori, pas de message dans le chat. Voilà. Si, Béatrice, j'utilise majoritairement, c'est livrable. Hein. Myriama qui dit User Story Map fonctionne bien en mode interview multiple en remote avec plein d'utilisateurs. Donc oui, après, c'est vrai que le fait de pouvoir, c'est vrai que on n'a pas parlé de l'interview en remote, mais c'est vrai que là, ça, en termes de restitution, le fait d'avoir le story map, ça peut être aussi intéressant. Du coup, Clément dit, est-ce que c'est pas plutôt orienté solution? C'est les deux, Euh, c'est un outil qui peut être utilisé pour les deux en fait, c'est-à-dire oui, pour établir le constat actuel, et puis dans les ateliers de design thinking, quand on se projette sur la solution, Ça, c'est de redéfinir ce parcours dans le cas idéal en fait, quelque part, oui. avec, oui, oui, oui. en atelier quoi. Mais c'est vrai que pour moi, là, le story map, je trouve ça intéressant. Après, je pense que ça doit être enfin, pour pouvoir caler, en fait. Après, on revient sur le parcours utilisateur, finalement. Enfin, je trouve que mais c'est vrai qu'il faut arriver à bien avoir toutes les étapes. Le risque, c'est qu'on n'ait pas forcément identifié toutes les étapes. Et Value le map, En ok. en et tout le cas ouais. juste pour continuer la discussion, je sais pas si on a encore un peu de temps, mais moi mon conseil, c'est vraiment, essayer d'aller sur le terrain le plus possible. Oui. Voilà, c'est vraiment le contact avec le terrain qui fait qu'on voit effectivement émerger des nouvelles possibilités qu'on n'a pas forcément identifiées au démarrage. Je suis d'accord là-dessus. Oui, Olivier? Et pour rebondir effectivement sur ce que dit Eugénie, donc entièrement en phase avec toi sur le fait d'aller sur le terrain, ce que je conseille aussi, c'est d'aller avec une partie prenante qui va être, qui va recevoir en fait la restitution. Parce que régulièrement, ce qu'on voit, c'est que quand on voit des choses sur le terrain, les personnes aux qui on fait les restitutions sont pas forcément en phase, parce que comme vous l'avez dit, on peut déjà avoir une idée du produit qu'on peut avoir. Le fait de les inclure dans cette démarche-là, ça conduit déjà en fait à l'accompagnement au changement et elles prennent conscience en fait des problèmes qu'il peut y avoir parce que souvent elles n'ont pas l'habitude de faire cet exercice-là et c'est plus simple de les convaincre
en les incluant dès Mmh. le début dans la démarche. Oui. Oui, Véry? Ce qui se passe aussi quand on est en relation avec le métier qui font justement le run le soir, ils sont pas contents de l'outil qu'on leur a proposé, donc souvent c'est un point d'entrée, ils se parlent entre eux et ils font leur liste de courses et ils me l'apportent pour qu'on réfléchisse sur l'amélioration. Est-ce que c'est possible techniquement, le délai, les priorités? Voilà, j'ai souvent eu ça en fait. On a fait parfois on fait des applications sans inclure les utilisateurs de c'est ce qui s'est passé chez Jartegaz, n'est-ce pas Simon? Oui, j'en ai bien Donc entendu, voilà, oui. donc il y a ça aussi et puis on est souple, on reste souple parce que c'est pour eux qu'on fait cette application et donc on garde une bonne relation et on les écoute justement. Parfois on fait les Oui. choses à l'envers, ouais. Bah et puis il faut savoir que cette approche, elle est transverse, elle va pas s'arrêter uniquement, en amont du projet. C'est quelque chose qui doit être de bout en bout, du cycle vie d'un produit qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Donc il faut continuer à faire des interviews, il faut continuer à faire des immersions et sans le contact avec, les utilisateurs, de toute façon, on a énormément de chances d'échouer, et donc c'est en ça aussi que c'est important de qu'on échange ce matin sur, cet aspect des interviews utilisateurs, mais pas que. Donc il y avait les immersions, Eugénie, tu disais. On a d'autres méthodes, dans si jamais vous êtes amené à rentrer dans des missions où il y a très peu de temps pour les rencontrer, bah, il y a d'autres outils dont le guérilla testing ou aller voir les gens de manière très informelle et pouvoir essayer de capter de la donne un maximum. C'est vraiment un enjeu qui est capital pour réussir son produit, réussir, son parcours utilisateur et derrière, fédérer les gens autour d'un produit. Ils sont contents après. Bah, idéalement, ils sont Ouais, ils ça apprécient qu'on serait bien les quand même, écoute, mais ouais. oui, effectivement. Oui, super. Thibaut? Non, moi, c'est tout, en fait. Je pense qu'on arrive à la fin de l'intervention, on a un petit peu dépassé. Merci à vous. Merci Merci à vous 2, beaucoup merci à Thibaut et vous 2, Simon c'était pour bien votre ouais. Merci présentation. Simon et Thibaut, ouais, Merci à merci. vous. Merci beaucoup.